Bonjour. Alors l'objet de ce chapitre est de proposer une analyse économique des régimes juridiques de la propriété privée et de la propriété commune. Alors les avantages économiques de la propriété privée sont bien connus. En fait, ne serait-ce que parce que les régimes politiques qui l'ont fait disparaître ont presque tous disparu à l'heure actuelle. Je pense notamment à la chute de l'URSS. Mais il me semble qu'on ne doit pas non plus oublier certaines limites, et certaines limites économiques associées à la propriété privée. Et réciproquement, il y a d'autres formes de propriété qui peuvent avoir des avantages économiques qui supplantent leurs défauts et dont l'étude me paraît intéressante. Alors c'est en particulier le cas de la propriété commune. Donc ce que je souhaiterais faire dans cette leçon, c'est de manière tout à fait classique, c'est dans un premier temps étudier les avantages et les limites économiques de la propriété privée, et dans un second temps, les avantages et les limites économiques de la propriété commune. Alors commençons par les avantages et les limites économiques de la propriété privée. Et commençons d'abord par définir ce que l'on entend par propriété privée. Alors pour ce faire, on peut se reposer sur l'article 544 du Code civil, d'après lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Alors, on distingue souvent dans le droit de propriété d'autres droits plus spécifiques. Il y a par exemple le droit d'utiliser la chose, en latin l'usus, le droit d'en tirer éventuellement un revenu, le fructus, et le droit de la céder à un tiers qui est l'abusus. Et ce qui va compter, c'est la possibilité d'utiliser de la manière la plus optimale possible ces trois droits. Alors, commençons par un point de vue un peu général sur les avantages de la propriété privée. Les avantages de la propriété privée découlent du fait qu'elle permet de réaliser des échanges qui sont profitables. Elle permet de multiplier ces échanges et d'assurer une certaine qualité de ces échanges. Mais le nombre et l'intensité de ces échanges dépendra de la plus ou moins grande perfection du droit de propriété. Alors, pour comprendre ceci, on pourrait se demander ce qui se passerait si l'on n'avait pas, en reprenant les termes du Code civil, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Alors ceci arrive notamment lorsque le droit n'est pas certain ou bien n'est pas sûr. Alors, que faut-il entendre par le fait que le droit ne soit pas certain? Eh bien, ce serait le cas si nous étions plusieurs à posséder de toute légalité la même chose. À ce moment-là, il y aurait un conflit d'usage manifeste qui serait un frein aux échanges. Lorsque le droit n'est pas sûr, eh bien, c'est dans le cas où il se peut très bien que la propriété soit certaine, je suis le seul à posséder une chose, mais pour des raisons de sécurité, il se peut très bien que je ne puisse pas garder longtemps cette chose, qu'on me la vole, ou qu'il soit dangereux pour moi de l'utiliser. Et puis il y a une troisième source d'imperfection du droit de la propriété. Je peux disposer d'une chose de manière sûre et certaine, mais il se peut très bien que l'utilisation de cette chose, son transfert ou l'acquisition d'autres choses soit limitée et coûteux. Bien, alors donc nous allons passer à deux thèmes qui vont illustrer les avantages économiques de la propriété. Donc quitter le domaine du général pour rentrer dans des considérations un peu plus particulières. On verra donc successivement le lien entre propriété privée et division du travail, et le lien ensuite entre propriété privée, investissement et développement. Alors propriété privée et division du travail. Je voudrais d'abord rappeler les avantages de la division du travail, de la spécialisation qui est rendue possible par la division du travail. Alors, partons d'un constat.
on ne pourrait pas produire soi-même tout ce que l'on consomme. Ça paraît tout à fait impossible. Si l'on devait produire soi-même ce que l'on consomme, d'abord on produirait en très petite quantité et probablement qu'on ne pourrait que produire qu'un petit nombre de choses. Donc la division du travail et la spécialisation du travail qu'elle entraîne permet deux types de gains. Un premier gain qui est un gain de diversité, il y a plus de choses différentes qui peuvent être produites parce que chacun se spécialise. Comme nous sommes nombreux, nous nous spécialisons chacun dans des choses différentes. Donc ça fait une certaine diversité de la production. Et d'autre part, il y a un gain en quantité, dans la mesure où lorsque l'on se spécialise, lorsque la division du travail se manifeste par de la spécialisation, eh bien on devient plus efficace dans la tâche dans laquelle on est spécialisé. Donc on apprend à produire mieux et plus. Vous connaissez l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc toutes ces idées sont bien connues, au moins depuis Adam Smith. Donc ce que nous allons voir, c'est le rôle de la propriété privée dans la plus ou moins grande efficacité de la division du travail. Alors, imaginons que la propriété soit imparfaite. Par exemple, supposons qu'elle soit incertaine. Quelles sont les conséquences sur l'échange? Eh bien, si je ne suis pas certain de posséder ce que j'ai, ce que je produis, ou bien si je ne suis pas certain de posséder ce que j'obtiens en échange de ce que je produis, c'est clair que l'échange va être remis en cause. Je ne voudrais pas échanger, mes co-contractants potentiels ne le voudront pas non plus, donc l'incertitude du droit de propriété, des droits de propriété, va être un obstacle à l'échange. D'autre part, si la propriété n'est pas certaine, n'est pas sûre, plus précisément, pardon, eh bien, ça signifie que certains individus peuvent s'approprier ce que je produis moi-même. Donc, je ne suis pas certain de récupérer le fruit de mon travail. Donc, dans ces deux éventualités de propriété incertaine et non sûre, on voit que la spécialisation est risquée. Autrement dit, plus la propriété est imparfaite, moins il est rentable et plus il est risqué de se consacrer à une tâche spécialisée. Donc on voit qu'un des moteurs de la division du travail, c'est la perfection plus ou moins grande de la propriété privée. Donc sans propriété privée, eh bien, il n'y a pas de surplus possible en termes de diversité et donc en termes de quantité. Bien. Alors, abordons maintenant le second thème qui donc est le lien entre propriété privée, investissement et développement. Alors, je vais me reposer sur un livre écrit par l'économiste péruvien Hernando de Soto, qui analyse le retard du développement de certains pays en se focalisant sur l'imperfection des droits de propriété. Alors vous trouverez donc ces idées développées dans le livre qui a été traduit en français, Le mystère du capital, en 2005. Alors quelle est la thèse d'Hernando de Soto? Eh bien, selon Hernando de Soto, dans de nombreux pays connaissant des retards de développement, on observe que beaucoup de biens durables, des terrains, des maisons, du capital, sont détenus de manière illégale. Plus précisément, il y a coexistence d'un système formel qui ne concerne que peu d'individus et peu de biens, avec un système informel qui concerne beaucoup d'individus et beaucoup de biens. Alors, l'idée d'Hernando de Soto consiste à dire que l'illégalité de nombreuses possessions est un obstacle évidemment aux transactions. On ne peut pas échanger ces possessions, ces terrains, ces biens de capitaux, etc. facilement. Mais surtout, l'illégalité de ces possessions est un frein à l'investissement. Pourquoi? Eh bien parce que il est impossible d'hypothéquer un terrain que vous ne possédez pas, une maison que vous ne possédez pas, une machine que vous ne possédez pas. Donc autrement dit, tout le mécanisme du crédit, des prêts bancaires, etc., va être freiné, ne va pas fonctionner à plein du fait de l'illégalité de ces possessions. Et alors ce que dit Hernando de Soto, c'est que quand on compare
la valeur du capital qu'il appelle mort, c'est-à-dire tout ce qui est détenu de manière illégale, avec l'aide au développement, eh bien, on obtient des sommes qui sont sans commune mesure, c'est-à-dire que le montant du capital mort est bien plus grand que l'aide au développement. Et donc, des réformes de droit de la propriété pourraient être plus efficaces qu'un accroissement de l'aide au développement. C'est vraiment la thèse de Soto. Donc, si l'on résume les avantages économiques de la propriété privée, eh bien on voit qu'il y en a deux principaux. C'est de permettre des échanges nombreux par la division du travail et par l'investissement, et qui assurent des niveaux de vie qui sont élevés. Mais la propriété privée, comme je l'ai indiqué, comporte certaines limites, et je voudrais maintenant étudier certaines de ces limites. Alors, la première limite de la propriété privée consiste en ce que le commun des mortels appelle des nuisances et les économistes des externalités négatives. Alors, pour un économiste, une externalité, c'est le fait que l'action d'un agent affecte les possibilités de production ou les préférences d'un autre agent. Alors, ça peut être positif, enfin l'impact peut être positif, mais évidemment, dans le cas qui nous intéresse, c'est l'impact est négatif. Donc, il y a une première limite au droit de propriété qui est tout à fait naturelle et qui est en fait tout à fait contenue dans ce que je vous ai dit de la définition de la propriété du Code civil. Le droit de jouir des choses peut être une source de nuisance et empêcher un tiers de jouir lui-même des choses qu'il possède de la manière pleine et entière. Donc, pour pallier ce défaut de la propriété privée, c'est clair qu'il faut qu'on ne puisse pas en jouir n'importe comment. Il faut qu'il y ait des limites à l'exercice par certains individus, à peu près tout le monde en fait, du plein exercice du droit de propriété. Alors, second désavantage, second défaut de la propriété privée, c'est que le régime de la propriété privée nécessite de supporter collectivement des coûts. Pour assurer en effet la certitude de la propriété, pour assurer la sûreté des possessions, il faut dépenser des sommes. Par exemple, il faut avoir recours à des notaires, il faut avoir recours à la police, à la gendarmerie. Et évidemment, le recours aux services des uns et des autres est coûteux. Alors, il se pourrait très bien, d'ailleurs, que, même si ce n'est pas le cas dans les économies développées, que dans certaines économies en développement, eh bien, le coût de la propriété privée, de ce qui est nécessaire pour qu'elle fonctionne, soit plus fort que le surplus économique qu'elle permet d'engendrer en encourageant la division du travail et l'investissement. Et derrière tout ça, il y a en fait tout le problème de la naissance d'une économie dans laquelle la propriété privée existe. Et un des freins au développement donc apparaît lorsque les coûts nécessaires pour assurer la perfection suffisante de la propriété privée sont plus grands que les avantages. Alors je vous renvoie aux travaux de l'économiste américain Harold Temsest pour des explorations de ce thème. Alors, troisième limite de la propriété privée, eh bien, il existe des cas dans lesquels elle ne peut pas coexister avec d'autres formes de propriété. Alors, je pense à la copropriété. Imaginez un immeuble dans lequel les appartements sont détenus de manière privative et dans lequel les escaliers, donc les parties qui sont en principe communes, soient également détenues de manière privative. Donc on voit bien que ce serait assez compliqué à faire fonctionner, et donc on voit bien que pour des raisons pratiques, pour des raisons de bon sens, il y a des cas dans lesquels la propriété privée ne peut pas ne pas coexister avec de la propriété commune, donc la copropriété telle que je viens de vous la définir. Alors, ceci va m'amener à étudier, en poursuivant un peu notre analyse, les avantages économiques et les défauts de la propriété commune.